Fidèles amis internautes de 2AETV, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur 2AE Télévision baptisée Info Hebdo. Les élections législatives de 2019 apparaissent dans un contexte un peu spécial, je dirais même inhabituel. À une quarantaine de jours des élections législatives du 28 avril prochain, le scrutin est enveloppé d'un voile d'incertitude notoire, une incommodité historique qui a amené le chef de l'État Patrice Talon à abdiquer face aux enjeux de l'heure et à la situation qu'il a lui-même qualifiée de préoccupante. Dans la foulée, cette semaine, le peuple béninois et la diaspora béninoise ont assisté à une embarrassante, voire acariâtre situation liée à une tentative de déstabilisation de la Commission électorale nationale autonome Sénat à travers un discrédit visant à faire montre de ce que l'institution de contre-pouvoir en charge de l'organisation des élections au Bénin aurait, lors de son examen des dossiers, favorisé deux partis politiques soutenant fermement et inconditionnellement l'action gouvernementale du président Patrice Talon, lesquels partis politiques ont été créés il y a quelques mois suite à l'adoption de la nouvelle charte des partis politiques. Le Parti du Renouveau démocratique PRD dans son réquisitoire contre la Sénat lors des auditions à la Cour constitutionnelle a exhibé des documents confidentiels, des secrets de délibération. S'en est suivi une série d'auditions à la brigade criminelle liée à une autre affaire relative au positionnement sur les listes de candidatures mettant au banc des accusés la Sénat et le PRD. La Sénat a animé une conférence de presse le mercredi 13 mars dernier pour donner sa part de vérité, notamment la démarche adoptée lors des travaux divers. Et depuis, dans l'opinion nationale et même internationale, malgré les sorties médiatiques tous azimuts des différents partis politiques, il est recherché si l'institution en charge de l'organisation des élections serait-elle partiale dans le traitement des dossiers ou a-t-elle été asservie au point de perdre la jouissance de son autonomie institutionnelle, ou encore c'est le PRD qui, déçu et frustré, recherche un bouc émissaire et veut entraîner tout dans sa chute. Car, rappelons que des irrégularités assez considérables ont été relevées dans les dossiers du PRD. Nous en parlerons dans un instant sur Info Hebdo et ce 16 mars 2019. Je reçois pour vous, chers amis internautes, Médéric François Gongo. Il est éditorialiste, chroniqueur, fondé du quotidien béninois Actu Express. Il sera avec Agapit Napoléon Monforican. Il est consultant média communication. Et le troisième invité a pour nom Raoul Moussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Médéric François Gongo. Médéric, bonjour. Bonjour, Kader, bonjour amis de 2AE TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Agapit Napoléon Monforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les amis ici et à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes consultant média communication. Raoul Moussounou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Alors, Médéric François Gongo, vous êtes journaliste, professionnel des médias, vous avez suivi l'actualité politique nationale de cette semaine. Quelle analyse vous en faites ? Avant tout, je tiens à préciser que notre rôle n'est pas de choisir un camp. Notre rôle est d'opiner pour prendre date dans l'histoire et laisser la postérité juger. Donc, ni partisans, ni courtisans, nous devons la réalité de reconnaître aujourd'hui que nous sommes dans l'impasse. Une situation regrettable qui nous fait constater à 40 jours des législatives l'absence totale de débat d'idées et en lieu place des discussions de coépouses autour des préoccupations qui auraient dû être réglées il y a cela longtemps. Je veux parler du certificat de mise en conformité, je veux parler du quitus fiscal. Aujourd'hui, le Bénin est dans un blocage qui ne dit pas son nom, parce que les deux premières personnalités sont en crise. Les deux premières institutions, les deux premiers responsables des deux premières institutions se regardent en chien de faïence et sur fond d'intérêts inavoués, entretenaient les 3 ans durant des relations que je qualifierais d'incestueuses, sacrifiant la démocratie béninoise sur l'autel des considérations qui étaient mues partout, sauf par le développement de la nation. Aujourd'hui, oui, nous nous retrouvons dans un blocage qui peut s'expliquer. Le pouvoir, l'exécutif, qui a passé tout le temps, et je ne cesserai jamais assez de le dire, qui a passé tout le temps à ouvrir des fronts inutiles de lutte, qui travaille, puisque le Bénin n'est pas en banqueroute, mais qui n'a pas su vendre le peu
de réalisation qu'il y a et a laissé régner des crises avec des exilés, des emprisonnés, des difficultés à gauche et à droite. Ce pouvoir se retrouve aujourd'hui, vous m'excusez, je ne dirais pas dans les capacités de justifier les 3 ans de mandat pour appâter l'électorat. Les députés qui ont défendu tout le temps ce pouvoir, dans la quête du renouvellement de leur mandat, n'ont rien à proposer dans l'assiette pour avoir les électeurs à leur côté. Et nous observons le règne du dilatoire, nous observons le règne de la diversion. Le règne du dilatoire, c'est votre avis, vous le partagez. Raoul, je dis Raoul Monsoulou, mais Agapit Napoléon Mafourican. Je devrais parler de l'opposition également. 2 minutes. Oui, je vous reviens. 2 minutes. Pendant ce temps, non, je vous reviens. Pendant ce temps, parce que pour que le débat soit complet, une minute. Je demande à mon cher ami et doyen, 1 minute. Pendant ce temps, l'opposition, aux origines, à la limite, antinomiques, parce que Azana y a un fait talent, il y a un fait Zissou, Adjavon a été de lui-même. La mémoire fraîche par rapport aux questions de suspicion et de trahison, disons, l'opposition, empêtrée dans cette difficulté, peine à retrouver son unité pour constituer l'alternative de qualité. Le peuple meurtri se retrouve également orphelin. Qui croit? Où se trouve l'opposition? Où se trouve la mouvance présidentielle? Quelle est l'étanchéité? Quelle est la limite? Quels sont les sujets qui fâchent? Quels sont les sujets qui unissent? Agapit Napoléon Mafourican, vous avez suivi l'argumentaire de Médéric François Gongo. Vous êtes également un journaliste, vous êtes professionnel des médias. Quelle appréciation vous faites de l'actualité nationale de votre pays actuellement? Kader, je ne suis plus journaliste, je n'ai pas ma carte de presse. Donc vous êtes analyste politique? Oui, absolument, consultant médias et communication. Donc je me libère des exigences du journalisme, je prends beaucoup plus position. Donc c'est bon de faire cette clarification. Cela dit, effectivement, vous l'avez dit un certain nombre de choses. Vous parlez d'incertitude, il n'y en a pas du tout. Vous parlez d'impasse, on n'y est pas. Vous avez dit que le président de la République a abdiqué, pas du tout. Il n'a abdiqué sur rien. Vous avez parlé de la situation d'incommodité historique, pas du tout. C'est pour vous dire qu'en réalité, il n'y a rien qui se passe qu'on n'ait jamais vu dans ce pays. Mais les acteurs politiques ne sont pas sûrs encore que véritablement les élections de 2019 se tiendront véritablement le 28 avril prochain. Il y a deux. Le président de la Sénat avant-hier, lors de sa conférence de presse qu'il a eu à faire le mercredi dernier, disait nous continuons à préparer. Et le chef de l'État avait dit, quand il a rencontré la classe politique, que le processus n'est pas bloqué. Il y a un décret qui convoque le corps électoral. Le décret n'est pas abrogé. Vous savez, la démocratie a ceci d'exigeant que, en fait, c'est la dictature des lois. C'est la dictature des textes. On n'a pas de dictature de la majorité. Ça choque certains. C'est exactement comme des gens qui rentrent dans l'eau et qui craignent le froid. Vous rentrez dans l'eau, vous voulez la démocratie, mais elle a des exigences. Et la première règle d'une démocratie, c'est la dictature des textes. Le seul consensus qui va dans une démocratie, c'est le consensus sur le respect des règles du jeu. Ouais, dans d'autres types de démocraties populaires, par exemple, il y a un système centralisé où on essaye de faire l'unanimité. Ici, le système n'est pas centralisé, mais il est tel qu'il est fondé d'abord sur l'acceptation des règles du jeu. Premier élément. Alors, est-ce que nous avons accepté les règles du jeu? On a une constitution que tout le monde défend. On a des institutions découlant de cette constitution que tout le monde doit respecter. Là, ce n'est plus optionnel. Si on est d'accord sur la constitution, on doit être d'accord que les institutions découlant régulièrement de cette constitution méritent respect. C'est déjà le premier point de malentendu qu'il y a au niveau de la classe politique. Ensuite, il n'y a que comme ils se connaissent, ils se sont frottés. Chacun, il y a eu inceste, il y a eu infidélité, il y a eu des situations donc entre femmes et hommes du couple politique, de l'arène politique. Vous avez trouvé des situations incestueuses, des situations d'infidélité, des situations de compromission de part et d'autre pour se maintenir ensemble. Si bien que finalement, ils s'entendent sur rien et ils ne comprennent. Donc, comme ils se méfient de tout, mais il se fait que la Constitution est en place, que les institutions sont en place. Donc, de ça, là, la Sénat a été voulu imposer à Soglo en 1995 par la loi. Le décret, la première Sénat a été mise en vigueur par la Cour constitutionnelle, parce que le président de la République refusait de signer la loi de 1995. Donc, le président en place ne voulait pas. Pour lui, c'est le chef de l'Intérieur. Mais on ne peut pas vouloir maintenant une Sénat, avec faire tous les changements, on dit qu'on ne croit pas. Mais on est obligé de croire, parce que c'est ça. Le jeu est en cours, on est obligé de croire et de respecter les règles du jeu. Donc, pour moi, pour cette première prise de parole, je dis, on n'est pas en crise. On est dans le chamaillement normal
du fonctionnement de la démocratie. Donc, c'est des débats multiples. Le seul problème ici, c'est qu'au Bénin, le Dahomey d'hier, le Bénin d'aujourd'hui, nous n'avons pas appris à nous écouter. Nous nous plongeons dans le monologue persuadé que c'est des monologues successifs, parfois même croisés. Donc, personne ne s'écoute. Si on apprenait à s'écouter un tout petit peu, on aurait compris que les lois électorales ont été votées 6 mois avant. Que la charte des partis politiques est différente du code électoral. Que la seule loi qui régit la période des élections, c'est le code électoral. Mais que la charte des partis politiques, qui croise avec le code électoral, et dans le cas des réformes actuelles, n'enlève pas au code électoral sa superpuissance sur la charte des partis. Et si on le dit ainsi, vous comprendrez que le certificat ou pas certificat, vous ne pouvez pas déposer votre liste à la Sénat dans le cadre des législatives sans démontrer que vous êtes un parti politique en vigueur. Et donc, c'est à vous de, quand on dit qu'il faut être de nationalité béninoise, si vous refusez de produire les certificats de nationalité, c'est à vous de savoir quelle pièce vous allez produire. Donc, voilà un peu, on va peut-être rentrer dans le fond, mais voilà un peu, pour moi, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, et jusqu'à présent, les législatives sont censées se tenir le 28 prochain. Il y a une ouverture que, politiquement, le chef de l'État a demandé aux députés qui sont à l'Assemblée de se retrouver. S'il y a un consensus pour changer un peu, pour améliorer peut-être un certain nombre de choses qui n'ont pas bien tourné, tant mieux. S'il n'y en a pas, il y aura élection. Alors, Raoul Oussounou, vous avez suivi tout à l'heure Agapit Napoléon Mafourican, il dit qu'il n'y a pas crise, il n'y a pas impasse, il n'y a pas incertitude et que les élections se tiendront. Est-ce qu'elles se tiendront à bonne date? Sauf s'il y a pour corriger quelques imperfections qu'ils ont dénoncées ça et là. C'est ça, je suis pas là, c'est important. Raoul Oussounou. Ben, je crois, à l'opposé de l'intervenant tout à l'heure, du doyen Agapit, qu'il y a vraiment crise. Il y a crise parce que aujourd'hui, s'il n'y avait pas de crise, on aurait foncé tout droit, on ferait élection avec UP, la liste UP et Bloc républicain. Et si le chef d'État en vient à rencontrer, je crois par 2 fois, des acteurs de la classe politique, a dit que la situation est grave, c'est qu'il y a vraiment crise, il y a matière à réfléchir. Et quand Médéric parlait qu'il y a des débats de copains ou bien des scènes de ménage, je crois qu'il y a des débats d'idées qui se font parce qu'il y a des propositions qui se font actuellement, qui sont remises à une commission. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans l'ordre normal. Ça montre la vitalité de notre démocratie. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à l'âge d'or de cette démocratie qui est en train de faire banalement 3 décennies. Donc, et ça nous permet, ça nous appelle à une introspection, à une introspection au niveau de la classe politique, à remettre la balle à terre et à savoir maintenant, à partir de ce qui se passe au niveau de ces législatives, où est-ce qu'on va, comment orienter cette démocratie-là. Parce qu'aujourd'hui, nous risquons d'aller, comme en 2011, on avait déjà connu, effectivement, des jours où on n'a pas eu de Parlement. En 2011, on l'avait connu également. Mais je crois qu'on ne dépasserait pas le 15 mai pour l'installation de la 8e législature. Ben, si on ne sait pas le faire, on tomberait dans un vide juridique parce que aujourd'hui, à écouter même la sortie de l'Union progressiste, qui est en règle, mais qui dit nous voulons quand même qu'il y ait une élection inclusive. Donc ça veut dire même ceux qui sont en grève veulent quand même que tout le monde participe. Une véritable compétition. Que la compétition se tienne, comme le chef de l'État, comme les acteurs de l'opposition qui se réclament, qui veulent aller aux élections. Ben, réellement, quand on voit les micmacs au niveau de l'opposition aussi, qui réclamaient une élection inclusive, mais qui parlent pas derrière, fait des propositions qui arrièrent encore, ou bien qui fait penser qu'ils ne veulent pas aller aux élections, parce que quand on parle de dialogue de consensus, on a confié le processus de consensus aux parlementaires et avec le président Mbedi comme chef de file, mais on suit une déclaration de l'opposition qui conteste même ce médiateur désigné. Je crois que ça pose un véritable problème. Qu'est-ce qu'ils veulent offrir? Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Médéric François Bongo, l'opposition, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Mais quand on voit la posture de l'opposition, elle est assez claire. Mais aujourd'hui, quand on voit que le PRD, en tant que soutien aux actions du chef de l'État, du président Patrice Talon, aujourd'hui vient jeter un pavé dans la mare et estime que la Sénat a travaillé en toute partialité, en brandissant au niveau de la Cour constitutionnelle des documents jugés confidentiels. Vous savez, la période préélectorale, l'ambiance qui prévaut lors de la période préélectorale
impacte significativement sur les élections et prédispose ou prépare les protagonistes à accepter les résultats du vote. C'est en cela que, dans sa logique de pouvoir et de tout pouvoir, l'exécutif se retrouve régulé par les contre-pouvoirs dans un système qui est le nôtre, la démocratie de type libéral, des contre-pouvoirs. On en est arrivé à dénoncer la vassalisation de l'Assemblée nationale qui se serait mise au service du pouvoir pour voter des lois. La déconfiture qui s'est matérialisée par ce que d'aucuns appellent cabale contre... Dans le choix des mots. Contre, ouais, je vais essayer d'édulcorer. Je vais essayer d'édulcorer, même si j'aime ni le sucre ni le miel, je vais apporter peut-être des canderelles. Donc, lorsqu'on voit cette déconfiture, dans la matérialisation, nous a été signalé la fois dernière par ce triste spectacle de ce que d'aucuns appelleraient cabale, mais de ce que certains disent que c'est l'évolution normale des relations entre deux personnes que tout opposait dans un passé récent, mais qui, pour des raisons que nous découvrons avec le temps, se sont entendus, ont enlevé le droit de grève aux travailleurs, se sont entendus, ont permis au chef de l'État par la procédure de partenariat public-privé d'accélérer le démantèlement du tissu économique du Bénin, se sont entendus, s'il vous plaît, non, je parle des relations, écoutez bien, vous avez parlé du PRD, vous avez parlé du PRD, nous devons interroger les relations, tout à fait, voir leur nature, vous les avez qualifiées d'incestueuses, voir leur fonctionnement, tout à fait, maintenant voir les points d'achoppement pour voir les conséquences que cela peut avoir sur le processus démocratique, apprécier, diagnostiquer et apporter la thérapie de choc. Si nous sommes là, et nous n'avons pas la capacité, au sortir de cette émission, lorsqu'un étudiant en sciences politiques, lorsqu'un étudiant en journalisme politique, on lui demanderait qu'est-ce que tu as retenu de l'émission, lorsqu'il ne peut pas dire par rapport à telle crise, ils ont diagnostiqué, ils ont proposé tel, nous aurions échoué. Pour vous dire que le constat nous amène à voir que les deux principales personnalités qui se sont entendues pour régenter l'existence juridique du pays durant 3 ans, nous ont démontré, à l'épreuve, nous ont démontré, j'en viens. Ok, je reviens au départ. Nous ont démontré, le PRD qui a exhibé des documents confidentiels. Là, je ne peux pas le savoir, parce que j'en ai pas la preuve. Et vous m'amenez pour la première fois de mon existence de journaliste à opiner sur le PRD. Je ne l'ai jamais fait en 25 ans. Parce que pour ce parti, j'ai du respect. Pour son premier responsable, charismatique, j'ai de l'admiration. Et lorsque je me suis dit durant les 3 dernières années, à voir ce qui se passait, nous disions que ce qui arrive aujourd'hui devrait arriver. Nous l'avions dit. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la situation est bloquée et elle est aggravée par la crise entre le président du PRD et le chef de l'État. Parce que ne l'oublions pas, au demeurant, de quoi s'agit-il? La CENA est décriée aujourd'hui. En son sein, il y a problème. On nous dit qu'un des membres de la CENA aurait brandi un document qui disqualifie, tout comme la plupart des partis de l'opposition, les deux tendances de la mouvance. Et vous avez suivi à ce et on nous le dit ainsi, on nous balance quelque chose. Je vous en prie, on nous balance quelque chose sur les réseaux sociaux et nous avions lu des éléments graves, gravissimes. C'est votre avis. Qui nous ramènent. C'est votre avis, à vous. Des éléments gravissimes, suivez-moi. Qui nous ramènent à douter systématiquement du travail qui a été fait par la CENA. Je ne veux pas dire que la CENA a été partiale. Mais vous doutez. Mais je constate qu'il y a des difficultés au sein de la CENA qui ne pouvaient pas favoriser, à défaut de l'unicité autour du travail, au moins le consensus autour du travail qu'ils feront. C'était évident qu'il y aura problème. Et si on ne croit pas à la CENA, l'organe qui veut organiser les élections, et si on doute de ce que le chef de l'État, le gouvernement en place, veut filtrer certaines listes, même si le chef nous l'a dit, Oubi et Obi, qu'il est prêt
à ce que toutes les tendances participent, nous le prenons au mot, le reste revient au Parlement. Nous ne pouvons pas douter de la parole du chef de l'État. Lui-même, il a bien dit, en termes de il disait, de quelle légitimité des députés vont se prévaloir s'il n'y a pas la compétition. S'il n'y a pas la compétition. Qui se sent gêné. Le chef veut de la compétition. Mais pourquoi il y a des loups du système? J'en viens. Pourquoi il y a des loups du système? Je vous reviens tout à fait. Parce que, une minute, parce que les loups du système, parce que ne pouvant plus se faire élire, dans la logique de se faire nommer ou désigner, veulent amener le chef à pousser plus. Le chef a 3 options aujourd'hui. Oui, 3 options. Vous allez les exposer tout à l'heure. Ou le chef de l'État. Ou le chef de l'État. C'est la même idée. Vous allez exposer les 3 options. C'est la même idée. Laissez-moi aller très rapidement. C'est la même idée. Ou le chef de l'État. Ou le chef de l'État. Il écoute les loups du système. Et il fonce tout droit dans le mur, alors que rien n'est joué. L'opposition ne peut pas céder aujourd'hui à une autosatisfaction béate. Et la mouvance ne peut pas céder à un défaitisme regrettable. Rien n'est joué. Ou le chef de l'État fonce tout droit dans le mur. Deuxième option. Ou il voit les rapports de force et il opte pour la réelle politique. Il dit j'ouvre le jeu. Je gracie tout le monde. J'amnistie tout le monde. En tant que père de la nation, je me mets au-dessus de la mêlée et je laisse tout le monde participer, quitte à ce que je vous réserve le droit de négocier. Ou bien il continue avec la ruse. Vous allez permettre à Agapit et à Raoul aussi de réagir. Alors Agapit n'a pas Foureka, Médéric estime qu'il y a, je dirais, une crise au sein, entre les 2 grandes personnalités politiques du pays. Je ne sais pas si, mais vous avez constaté. C'est ce que vous avez dit, Médéric François Bongo. Il s'agit du président Patrice Talon et du président Adrien Mbedi. Mais Adrien Mbedi aujourd'hui, qui aujourd'hui s'en prend aux 2 blocs de la mouvance présidentielle aujourd'hui, est-ce à dire qu'il y a un malaise au sein de la mouvance présidentielle dans son unanimité? Dites-moi, pour aller aux élections, dans nos lois, vous avez vu mouvance présidentielle, vous avez vu opposition. Dites-moi, quel est l'article de la loi qui parle de la mouvance et de l'opposition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour aller aux élections, de quoi a-t-on besoin? Le protocole additionnel de la CEDEAO, adopté à Dakar en 2001, parle pour l'intégrité du système de scrutin, qu'on ne manipule pas les lois électorales 6 mois à l'avance. Et que tout changement doit relever d'un consensus de toute la classe politique. Alors, dites-moi, quels sont les éléments de blocage actuels? Quand je vous dis, pour moi, le processus, je vais rester enfermé dans les postures et dans les textes. Parce que pour moi, je regarde les matchs de football, je comprends toujours la vie politique, l'actualité, un peu au match, anti-arbitre même à un niveau de base. Je suis très très exigeant sur le respect des règles. Et je prends toujours la main de Maradona en 86, comme la main de Henry en 2009, comme des éléments phares. Je ne parle pas des plongeons. Et même avec les vidéos, vous regardez avec la vidéo, vous regardez avec la 5e arbitre et autres, vous voyez qu'il y a toutes des erreurs. Pourtant, ça n'enlève aucun match sans intangibilité, sans portée. Et les résultats du terrain sont implacables. L'arbitre peut être sanctionné après. Mais les résultats du terrain sont implacables. Ce que l'arbitre dit que c'est fait, c'est ça qui est fait. C'est ça qu'on appelle les règles du jeu. Alors, en démocratie, au Bénin, c'est quoi les règles du jeu? En 2010, en 2011, 2010, les députés ont adopté la loi portant Rénal Lépi en 2009, B2009 ou 2010. Et après, quand ils ont vu qu'ils ne maîtrisaient pas le système, ils ont adopté une autre loi pour abroger cette loi, pour dire qu'on n'ira pas aux élections de 2011 avec la Lépi. On était à une crise grave. On était en février et on ne savait pas avec quelle élection on ira aux élections. Je pense que nous sommes beaucoup amnésiques tellement que, et puis comme il y a une jeunesse qui est très 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 dynamique sur les réseaux sociaux, ça a l'impression que tout apparaît aujourd'hui. Nous on a vu tellement qu'on est impassible, on regarde. 2010. Il faut ajouter que la Cour est revenue par une décision. On a dit que je reviens, oui, on a dit que c'est pour ça que je vais t'appeler Maître Robert Dossou, parce que je l'ai écouté dire retour aux anciennes lois. J'ai dit non. Sans la Cour constitutionnelle, on n'aurait pas été aux élections avec la Lépi. Et le rapport d'évaluation de ces élections de 2011 a dit ça clairement. C'est désolé du comportement de la majorité parlementaire opposée à Boni Yaya à l'époque. C'est désolé de son comportement. Il a fallu que la Cour constitutionnelle joue son rôle d'arbitre. Je conseille la lecture de ce rapport à beaucoup de personnes
qui ont oublié. Ce rapport a montré les différentes décisions que la Cour constitutionnelle a été obligée de prendre pour, à la limite, contrôler le système parlementaire, parce que les gens voulaient un blocage systématique. Ils ne voulaient pas donner la main à Yahya Boni. La Cour constitutionnelle allait jusqu'à demander, parce que les gens, comme ils savent que les secrétaires parlementaires sont importants pour une plénière, ils se sont entendus pour qu'il y ait jamais de secrétaire parlementaire pour faire avancer le processus. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a demandé que si le président Nago convoque, si le président de l'Assemblée nationale convoque une fois, deuxième fois, que l'Assemblée est habilitée à désigner d'échéance un secrétaire parlementaire pour que ça puisse avancer. La Cour a joué son rôle d'arbitre du jeu, de régulateur de la vie. C'est en 2011 seulement, hein, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Et c'est ça qui a fait que, contre l'avis dont des députés qui ne voulaient pas de la LEPI, on est allé aux élections. Aujourd'hui, la LEPI est entrée dans les habitudes. Ça vous dit quoi? Notre classe politique, elle comprend, elle ne sait pas là où elle veut aller. Un pas devant, deux pas derrière, un pas devant. Donc quand j'ai entendu Mme Robert Dosso tout récemment parler de retour aux anciens terres, j'ai dit, mais non, pas lui. Pas lui. Pas lui. J'ai lu les rapports, les motifs des décisions sur lui-même. J'ai écouté ses prises de parole. La proclamation de la présidentielle de 2011. J'ai lu les rapports d'évaluation. Non, lui, il ne peut pas dire ça. Et c'est ça que je me désole de certains comportements. Donc, moi, je ne me désole pas des jeunes qui nous injurient sur les toiles. Non, ce n'est pas de eux que je me désole. Je me désole des aînés, des anciens, qui se perdent, qui se trahissent. La démocratie, c'est l'exigence des règles. Je vous dis, c'est la dictature de la loi. Et dans le cas d'espèce, nous avons un code électoral qui ne prend pas de président de l'Assemblée nationale, de président de la République, qui se chamaille, ne se chamaille pas, ça, c'est pas le problème. Est-ce que la Sénat est en place? Oui. Régulièrement, oui, elle a un mandat de 7 ans. Donc, elle est en place. Qu'il y ait des dynamiques internes, c'est normal. Vous avez écouté la conférence de presse la dernière fois. Tout le monde de la Sénat était là. Ceux qui devaient prendre la parole ont pris la parole. Je ne pense pas qu'il y a eu autre chose. Le président de la Sénat a dit dans quelles conditions ils ont décidé de ne pas tenir compte de certaines irrégularités sur les listes, mais qui ne dépendent pas des partis politiques, mais qui dépendent de l'administration. Quand aujourd'hui c'est une commune, demain ce n'est plus une commune, on dit vous êtes né à tel, alors que maintenant c'est commune de temps, alors que c'est devenu commune de temps, en quoi la liste électorale, en quoi le parti peut être responsable? Quand certains sont allés faire l'écrit, les commissariats vous légalisent les documents. A priori, l'administration étant une, vous pouvez penser que c'est les commissariats qui est la... Donc, ils ont dit, nous n'avons pas tenu compte de ces irrégularités que nous avons estimées mineures, mais qui sont générales, collectives, à toutes les listes. À toutes les listes. Donc, oui. Non, il faut que Allez-y. Donc, ils ne sont pas allés dans ça. Donc, c'est ça qu'on a dit, c'était ont sorti irrégularité mineure, et ça a fait le tour des toiles, ce qui est normal, ça c'est le jeu des toiles. Mais il faut réécouter ce que le président de la Sénat a dit. Donc pour moi, il n'y a rien qui se passe dans la Sénat. Mais vous avez oublié en 2008, la Sénat de 2008. Là également, il faut remonter. Michel Alopo est là. Je l'entends aujourd'hui faire des propositions sur la sortie de crise. Mais il était membre de la Sénat en 2008. Il n'a qu'à dire les dynamiques. Mais Joseph Jogbin, bon, évidemment, il est le président de la Cour constitutionnelle. Il était dans ce système de Sénat de 2008. Il faut remonter aux décisions de la Cour constitutionnelle, aux archives de 2008 seulement pour les élections locales, pour voir la cacophonie dans laquelle la Sénat 2008 a travaillé. Cette Sénat, elle est cohérente. Elle est cohérente, qu'il y ait des dynamiques internes. La Sénat travaille et la conférence de presse de la dernière fois montre que la Sénat travaille. Maintenant, si on rentre dans le processus, parce que moi, ce qui intéresse, c'est le processus. Vous avez parlé des rencontres de chefs de l'État et de comportement de l'opposition. Pour discuter, pour dialoguer, il faut être deux. Pour consensus, il faut deux. Je n'ai pas de monologue, mais quand le chef d'État fait la première séance, la première était bloquée. Mais les indices que l'opposition fonçait droit vers une certaine politique de diabolisation des institutions était visible. Le président a dit, on attaque le quitus fiscal, on attaque le certificat de conformité. Le président a dit, si ça dépend de mon administration, je mets ça. Mais quand ils ont quitté, qui est allé faire plus de grue dans cette administration-là? Ils sont allés faire conférence de presse le lendemain. Bien. Et deuxième chose, quand il faut déposer les listes, ils ne l'ont pas fait. Et ceux qui l'ont fait n'étaient pas à jour. Alors, quand le président les a reçus pour dire, allez vous l'entendre, vous avez vu comment, qui sont ceux qui vous donnent, c'est pourtant les gens de la majorité qui disent, nous on est disposés. Les autres, c'est quoi? Non, il faut que d'abord on démissionne, il faut annuler le processus, il faut abroger les lois. Mais ce n'est pas ça. Ils ne sont pas en position de force. Ils ont participé au vote des lois. Ce n'est pas parce qu'on a voté contre qu'on n'a pas participé au vote des lois. Ils ont participé au vote des lois. Donc ils ne peuvent pas dire
qui ne sont pas... Donc, quand on dit qu'on abroge la loi, on va l'abroger pourquoi? Qu'il y ait des difficultés d'application de la loi, on ne va pas dire qu'on l'abroge. On met des aménagements. Donc, entre la rencontre du président depuis le 6, la rencontre qui a eu lieu le 6 mars, et aujourd'hui 15 mars, ou 16 ou 17 mars, ça dépend, quel gage l'opposition a donné pour montrer qu'elle veut aller aux élections? Moi, j'en vois pas. Et analyste de l'actualité depuis des années, je vois les indices, que j'ai déjà vu des années antérieures, d'une opposition qui déroule son agenda, comme un peu la sortie, la toute récente, où on dit, maintenant, après avoir fait des propositions, au président de l'Assemblée nationale, on dit maintenant qu'il n'est pas outillé pour conduire le processus. Finalement, on veut quoi? Donc, pour moi, j'estime que chacun est dans son jeu. Et ça fait partie des dynamiques. Moi, il n'y a pas de souci. Mais quand vous jouez, ne refusez pas aux autres aussi de jouer. Et dans le cas d'espèce, la personne qui a la loi en sa faveur, elle sera le meilleur joueur. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la loi. La loi étant la résultante des institutions régulièrement en place et votées dans les conditions régulièrement précisées par les textes. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, mais je crois qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce que vous avez dit, qui est une crise entre les deux premières personnalités. Ben, je crois que si le président du PRD a été avec certains membres de son parti, ont été écoutés à la brigade criminelle, ce n'est pas une convocation venue du chef de l'État. Si c'est ça vous appelez crise, je dis non, parce que c'est un compatriote, c'était un classator, qui serait en train de faire une procédure contre les membres de ce parti-là. Donc je ne vois pas... Mais quand le PRD s'en prend aux deux partis les plus réputés comme ceux qui ont reçu la bénédiction du chef de l'État... Je crois qu'Agapé disait tout à l'heure qu'en matière électorale, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition qui tienne. C'est des listes qui sont en compétition et il y a une liste qui est le PRD qui a été invalidé et le PRD veut montrer que les autres aussi souffrent comment dirais-je, de mal donne. Donc on veut utiliser des arguments pour les invalider aussi. Nous sommes c'est le jeu démocratique qui se déroule, c'est le jeu politique. Donc moi je ne vois pas encore de crise. S'il y avait de crise, le chef de l'État ne désirait pas, par exemple, le président de l'Assemblée pour conduire le consensus. Donc, ne trouvons pas de crise là où il n'y en a pas. Si on le fait ainsi, on ne pourra pas sortir de l'impasse actuelle, parce que nous sommes vraiment dans l'impasse. Mais quelle appréciation faites-vous de la posture des acteurs de l'opposition? On parlait tout à l'heure. Bon, l'opposition, jusqu'à présent, moi je pense que l'opposition, malheureusement sous notre optique, a toujours joué dans le dilatoire, et ce qui est un peu malheureux. N'attendez pas aux choses de l'opposition. Vous avez vu des gens qui disent qu'ils veulent aller aux élections, qui ont crié à la veille du dépôt de, je crois que c'était le 5 mars, pour avoir le quitus fiscal et tout, mais ils ont tout eu. Il y en a qui ont tout eu, mais ils n'ont plus déposé les candidatures. Bon. Pourquoi ils criaient qu'on n'avait pas eu quitus fiscal ou pas? Il y a eu, par exemple, même dans cette opposition, il y a plusieurs clivages au niveau de l'opposition. Vous avez vu USL déposer dossier alors que RE, FCBE n'ont pas déposé, mais tous ils sont de l'opposition. Donc, on ne sait pas réellement ce que veut l'opposition. On ne parle pas de la même voix. On ne sait pas réellement ce que veut de l'opposition. Est-ce que c'est foutre le processus dans la gadoue? On ne sait pas. Mais je sais une chose, l'opposition essaierait d'aller à l'emporte-pièce, de jouer au trou fait, mais quitte au pouvoir, parce que ne perdons pas de vue que nous sommes dans un régime présidentialiste et non présidentiel, parce que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel type. Mais ici, il y a la personnalité, il y a la primauté de l'autorité du chef de l'État aussi qui tient compte. Donc c'est au régime de garder toute sa sérénité et d'organiser les élections si elle veut vraiment que les élections tiennent. Si on doit suivre les micmacs de l'opposition, je crois qu'on n'en finirait jamais. On n'aura pas un parlement. On n'aurait pas un parlement. Médéric François Bongo, on parle de l'opposition. On a constaté qu'au lendemain de la rencontre avec le chef de l'État où étaient attendues les différentes propositions des partis politiques de l'opposition, on a constaté qu'elle a effectué une gigantesque marche de protestation
contre les actions du gouvernement du président Patrice Talon, exigeant quand même les élections inclusives. Et dans le même temps, elle répète des actions pour pouvoir effectuer des marches un peu partout dans le pays, alors que dans ce temps, elle est attendue sur le côté de proposer, je dirais, des pistes de sortie. Je constate qu'il y a l'impasse. Je constate qu'il y a la crise. Il y a la crise au sein de la Sénat, il y a la crise entre la Sénat et les partis politiques, il y a la crise entre le chef de l'État et le peuple. Sinon, il devrait aller aux élections. Simplement. Ou au pire des cas, lorsqu'il y a blocage, aller vers l'ancienne formule. Mais aujourd'hui, tout se met en place par le pouvoir en place pour empêcher la transparence et l'équitabilité au niveau du vote. Vous êtes en train de parler tout à l'heure de retour aux anciennes lois. Est-ce que vous ne trouvez pas... Non, laissez-moi aller au bout de ma logique. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait un recul? Laissez-moi toujours aller au bout de ma logique. Ok, allez-y. Dans les incertitudes du présent, il n'y a pas de honte de regarder dans son miroir dans le passé pour s'attacher aux réalisations perceptibles, si insignifiantes soient-elles. Et je poursuis. Je crois qu'aucune nation ne peut évoluer comme et ça. Je poursuis. On fait deux pas en avant et quatre en arrière. Et suivez-moi. Maintenant, on ne peut pas tabler sur les erreurs, les égarements du passé pour juger les inconséquences d'aujourd'hui. Parce que je vois mon vis-à-vis faire le quoi, 2008 pour dire que parce que c'était comme ça, ça ne peut être que comme ça. Ah non, vous faites preuve d'une amnésie que était obligé de relever. Là, je relève rapidement voilà, cela. Et je fais un mea culpa spectaculaire. Merci. Pour continuer sur ma logique. Et ma logique m'amène à constater aujourd'hui que si le chef de l'État, dans sa logique des réformes, a tenté par la révision de la Constitution de réformer 2 fois, a tenté par le code électoral et le système partisan de réformer, a tenté par le quitus fiscal, qui est tout à fait normal. Parce que je le dis, je le répète, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir accès à la main nationale sans qu'il ne soit en règle vis-à-vis du fisc. Celui qui n'a pas son fisc ne peut pas être député. Mais à travers le document administratif que constitue le certificat de bénéfice en conformité, c'est peut-être qu'on n'est pas sûr, on n'est pas dans le même pays. Parce que ce que moi je constate, ce que j'entends, et ce que je vois, par les faits et gestes, lorsque le chef de l'État lui-même nous dit qu'il a envie, qu'il veut qu'en son temps, que l'histoire retienne de lui, que l'histoire ne retienne pas de lui, j'allais dire que seulement certaines tendances participent aux élections. Et lorsque j'entends le ministre de la Justice, son ancien avocat, tout comme le président de la Cour constitutionnelle, dans aucun pays ça ne peut se passer. On va laisser 2 avocats du chef de l'État, président de la Cour constitutionnelle, dans aucun pays démocratique. Votre avis et vous le partagez. Donc nous sommes là pour parler de cela. Lorsque je vois le ministre de la Justice, j'en viens. Il y a la morale et l'éthique en politique. La ruse et la rage ne justifient pas tous les ados. En politique, on ne verrait pas certaines personnes lorsque je vous dis, je constate que le ministre de la Justice, oubli et obi, investi d'un pouvoir, dans un don d'ubiquité d'avocat et de ministre de la Justice, se permet d'heurter les... Laissez-moi aller au bout de ma logique. Les autres parlent, laissez-moi parler. Ok, allez-y. Mais... C'est 2 contre 1. Donne-moi un peu le temps. J'adore ça. Mais permettez-moi d'aller très vite. Ok, allez-y. Lorsque il nous dit, en des termes très clairs, que les opposants ne sont pas sérieux, alors que lui, on ne l'a jamais vu dans un combat politique. Lorsque il dit que l'essentiel, c'est que les élections aient lieu, ou bien il y a une antinomie au niveau de la compréhension qu'il a de ce que le chef de l'État a dit, ou bien il veut continuer à poursuivre le chef de l'État dans le gouffre. Et nous ne sommes pas là pour ça. Et c'est en cela que nous disons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a blocage. Que le processus ne suit pas son cours. Mais pourquoi ne veut-on pas reconnaître qu'il y a blocage? Vous parlez de blocage. Est-ce qu'aujourd'hui, normalement... Et des oppositions s'offrent. Oui, je vais parler des opposants. On a entendu Robert Dossou, on a entendu Michel Alopo. L'un dit qu'il faut retourner aux anciennes lois. L'autre estime qu'il faut supprimer dans les lois votées des aspects qui paraissent gênants. Voilà. Vous savez tout ce qui se passe là. C'est du dilatoire. Le pouvoir en place n'est pas prêt pour aller aux élections. Et le pouvoir veut utiliser... C'est votre avis. Non. Le pouvoir... Laissez-moi aller au bout de ma logique. Okay. Les autres peuvent me contredire. Ok, allez-y rapidement. Je vais étayer mon constat
par une charpente argumentaire achalandée. J'espère que tu ne me pousseras pas. Je vous en prie. En laissant tant de temps. Je vous en prie que je vais étayer mon constat. Je vais étayer mon constat. Je vais étayer mon constat, et je me répète, par une charpente argumentaire achalandée. Achalandée des faits qui ne me rassurent pas que le chef de l'État veut de la transparence. Achalandé des conditions dans lesquelles le chef d'État était obligé de provoquer sa majorité mécanique, composée de gens qui le peuple n'a pas donné mandat de le soutenir. Parce que le peuple a donné mandat prioritairement à ceux qui l'ont soutenu dans la grande coalition de la rupture. Parce que si on ne joue pas dans cette logique et on constate les faits présents, nous allons biaiser les analyses. Le chef de l'État est dans sa logique, je me résume. Le pouvoir et tout le pouvoir. Et tant que l'opposition lui laissera la plus petite place, il s'enfoncera. Et tout ce qui n'est pas interdit explicitement, il l'autorisera directement pour tenter de faire valoir ses actions. C'est normal. C'est notre système qui est comme ça. Mais en lieu et place de l'opposition, n'y avait-il pas la société civile dont nous faisons partie? Laquelle? Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Pendant que certains journalistes, depuis 2 ans et demi, disaient qu'il y a une crise, qu'il y a un blocage en vue, mais les gens disaient qu'on était partisans. 2 ans et demi, les journaux existent, les bandes existent. Parce que nous le disons, on peut mieux servir un pouvoir en faisant preuve d'une relative honnêteté intellectuelle. Merci à vous, Médéric François. Mais lorsqu'on démontre à un pouvoir, lorsqu'on démontre à lorsqu'on démontre à un pouvoir, ben, je sais pas, dans une logique de communication ou de propagande, que tout ce qu'il fait, bon, alors que le constat crève l'œil. Le constat crève l'œil, que nous allons tout droit dans le mur. Oui, allez, nous allons tout droit dans le mur. Où nous sommes déjà dans les catacombes. À lui, on ne fera plus un débat, ce serait un monologue. Non, je sais utiliser au maximum autant. Vous en avez eu? Vous en avez utilisé aussi? Là, on est en train de... Vous avez la parole. Là, je me tais. Je crois que quand Médéric parlait de dénoncer qu'il y a un blocage depuis plus de 2 ans, je crois qu'il fait un peu de la fiction parce que les lois électorales, les lois aujourd'hui sur lesquelles on fait les élections, le code électoral et la charte des partis politiques n'ont pas été votées il y a 2 ans. Donc je crois que c'est à partir de ce que... Je crois que c'est à partir... Et quand il parle du chef de l'État qui ne veut pas d'une élection, on a vu ici, quand on ne veut pas une élection, qu'on ne convoque pas le corps électoral. Boni Yahi n'a pas convoqué pendant longtemps. Vous me direz par exemple... On ne comprend pas un passé mauvais. Vous ne direz pas que... Vous me direz que les communales et municipales et locales ne sont pas des élections constitutionnelles, mais c'est des élections. Boni Yahi a manqué de les faire dans ce pays. Donc, je crois que quand on ne veut pas des élections, on fait comme Boni Yahi, on ne convoque pas le corps électoral. Talon a convoqué le corps électoral. Donc, c'est parce qu'il voulait des élections. Et si les choses... Et ce qui crée aujourd'hui la polémique, c'est que la Cour constitutionnelle est légiférée là où le législateur a manqué de le faire, du certificat de conformité. Nous tous saisi bizarre. Non, mais... vous ne pouvez pas... S'il n'existait pas, si ce certificat n'était pas institué par cette décision du 10 février, je crois qu'on pourrait s'organiser ici, nous 4, et déposer un dossier à la Sénat. Un document administratif qui s'oppose au code. Oui, mais on peut... Un document administratif vous voulez qui s'oppose au code. Comment voulez-vous dans un régime démocratique. Comment nous soutenons cela. Et nous le soutenons. Mais Médéric, vous ne me direz pas que vous ne savez pas qu'une décision de la Cour constitutionnelle est aussi un élément de droit. J'espère que ce n'est pas une coup de miracle. Donc, non, mais j'espère que ce n'est pas une coup de miracle. Mais je dis non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je dis que... Je dis que vous ne me direz pas qu'une décision dans notre droit positif, une décision de la Cour constitutionnelle fait partie de notre arsenal juridique et on en tient compte. Donc, si ce certificat n'existait pas, je ne sais pas, on peut se réunir ici, nous 4 ou 5, et on se présente à la Sénat et on dit on est partis politiques et déposer. Parce que et tous les autres partis qui avaient déjà dit leur requiem pourraient encore aller à la Sénat, dire nous allons aux élections. Donc il fallait quelque chose pour faire le tamis, pour qu'on sache qui est parti politique et qui ne l'est pas. Vraiment quelque chose, sinon un marché. Alors,
Un marché. Napoléon Mafourika, marché. j'ai posé la question tout à l'heure à Médéric, il a esquivé. Non, j'ai répondu. Avec beaucoup d'habileté. Je pose la question de savoir, depuis cette situation qualifiée de crise, que vous ne trouvez pas comme crise d'ailleurs, il y a eu des voix qui se sont élevées de part et d'autre. Deux sont restées à l'esprit, il s'agit de Robert Dossou, qui souhaite qu'on fasse recours aux anciennes lois, qu'on applique les anciennes lois pour ces élections législatives et qu'on étudie à l'avenir les lois qui ont été votées il y a 6 mois pour qu'elles soient valables pour d'autres élections. Le pasteur Michel Aloko, lui, par contre, estime qu'il faut enlever les points gênants pour que le consensus puisse y être afin que les élections se tiennent à bonne date et dans un consensus agréable. Bon, je vais évacuer d'abord cette réponse avant de revenir à d'autres questions. D'abord, Robert Dossou, je vous l'ai dit qu'il m'a surpris, puisqu'en 2010, il était là. Il était président de la Cour constitutionnelle. Il a régulé beaucoup de situations du genre et il n'est pas allé dans ce qu'il dit. Il n'est pas allé dans ce qu'il dit. Donc, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'il faut qu'il retrouve ses propres archives et ce qu'il a pu vivre avec l'opposition à Boni Yahi pour voir le comportement de notre opposition. Je pense qu'on oublie très tôt. Alors, Michel Aloko, oui, ce qu'il dit, lui, répond un peu peut-être à la logique de consensus, mais à laquelle moi je ne participe pas. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas législateur, je ne suis pas député, je ne suis pas candidat aux élections, donc j'ai ma liberté d'analyse, donc qui fait que je me donne mon plaisir. Pour moi, il n'y a pas à reculer. Un peuple qui avance d'un pas et recule de 2 pas n'est pas un peuple sérieux. Au pire des cas, rester statique, rester sur place, mais avancer d'un pas et de reculer de 2 pas, c'est grave, c'est dangereux. Vous savez, en 2001, puisqu'on oublie un peu cette situation, on est allé aux élections avec, au second tour avec le premier et le quatrième. Le quatrième qui était de la majorité présidentielle, Bruno Moussou. On a parlé de match amical. On a parlé de match amical, M. Médéric, mais parce que justement le président Soglo, qui est venu au second tour, a attendu le dernier moment pour refuser d'aller. C'est-à-dire qu'il est engagé dans le jeu, il refuse le jeu parce qu'il a cette discrimination, foulant, balayant de son revers de la main les délibérations de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le point qui se pose dans notre classe politique, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont floués, c'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse qui est sur les toiles, qui injurie, qui vous attaque, qui pense que tout se déroule aujourd'hui. Et une certaine diaspora totalement dessouchée, perdue là-bas et ne comprenait rien de ce qui se passe sur le territoire national. Donc vous voyez que certains sont dans leur coin douillet là-bas, gagnant leur vie tranquillement, mais je laisse donner le nom de personne, mais prêts à ce que le pays bascule avec des postes incendiaires. Tout ça, c'est les réseaux sociaux, je comprends. Mais nous, on est sur le terrain. On est sur le terrain, donc je ne vais pas parler de la diaspora. Ensuite, j'ai mon âge et mon expérience qui m'éloigne d'une certaine jeunesse qui a besoin plutôt de se renseigner, de se cultiver pour ne pas tomber dans les mêmes travers. En 2001, le président Soglo voulait bloquer les élections, bloquer le second tour, mettre le procès dans l'impasse. Suivi par Adrien Mbedji, maître Adrien Mbedji, qui était le troisième. Heureusement qu'on a été aux élections. On a été aux élections. Kénékou a été légitimé, il n'y a pas de raison. Le processus n'était pas bloqué, c'est pas bloqué. Ça ne peut pas être bloqué. Puis les lois sont en cours et ça fonctionne. En 2010, Maître Robert Dossou a dit il y a l'épi ou rien. Il était président de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle, présidée par Maître Robert Dossou, a dit la l'épi ou rien, malgré le vote du Parlement qui est revenu sur cette décision-là. Donc, ça veut dire que il ne s'agit pas d'avoir une majorité mécanique dont on parle là pour aller. Quand les lois sont mauvaises, parfois on peut dire que c'est mauvais. Mais quand on a voté la loi, on ne peut pas dire non, je retourne en arrière. C'est ça que la Cour constitutionnelle a dit. Et c'est ça qui aujourd'hui va s'appliquer. Moi, je ne vois pas pourquoi on va revenir sur les textes votés. On peut faire l'aménagement, comme l'a dit le pasteur Lopo. On peut faire l'aménagement s'il y a consensus. Mais est-ce que vous voyez des... Est-ce que l'aménagement aussi ne serait pas un recul? C'est possible. Quand vous voyez Toleba a proposé, et je pense que ce que Lopo dit, on peut faire des aménagements ponctuels, un peu comme des dispositions transitoires, spéciales, dans le cadre des présentes élections, qu'en attendant et que nullement ça ne saurait faire poids avec, ça ne saurait se répéter. Il y a des formules, on peut le faire. Mais pour discuter, il faut être deux, je le dis toujours. Est-ce que vous voyez l'opposition en posture de discuter? L'opposition va d'exigence en exigence. Les plus d'abracadabra les unes que les autres, surréalistes, ubiesques. On ne peut pas voir ce qu'elle veut. De deux choses l'une, soit vous n'allez pas à la table de négociation, vous dites non, on ne veut rien. Mais vous faites des propositions. À un moment, vous faites des propositions, vous dites que non, l'arbitre n'est pas qualifié. Vous refusez, vous êtes dans la rue, vous êtes... Ils n'ont qu'à dire où est-ce qu'ils sont. C'est là.
Alors, donc, j'ai entendu Médel dire que le président Talon ne veut pas organiser les élections. Mais ce n'est pas le président qui organise les élections. Tout se passe comme si... Non, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Heureusement, le gouvernement a mis les moyens à la disposition de toutes les institutions qui organisent les élections. La Sénat est le produit d'un consensus national depuis 1995. La Sénat a connu des évolutions jusqu'à aujourd'hui. La Sénat, elle est permanente, elle est en place avant l'arrivée du président Talon au pouvoir. Le président Tiando provient de la majorité de Boni Yayi. Il était secrétaire général du président de la République de Boni Yayi, ancien ministre de Boni Yayi. C'est lui qui l'a nommé. Le président Mbedji a son fils à la Sénat. Le troisième membre provient du MADEP, qui n'est pas de la majorité présidentielle aujourd'hui. Et le quatrième membre a été nommé par le président Talon, la majorité parlementaire, suite au décès du professeur Boussou. Quand on regarde la configuration de la Sénat, on ne peut pas me dire que la Sénat est contrôlée par quelqu'un. Alors, après ce moment-là, et vous avez vu, le président de la Sénat a parlé, la vice-présidente de la Sénat a parlé, le coordonnateur, l'ancien coordonnateur budget, le conseiller ou le commissaire Frédéric Mbedji a parlé. Donc, les protagonistes ont parlé, pourtant on dit qu'il y a crise. Mais s'il y a crise, mais vous les savez dans les membres, vous n'avez pas vu la discipline, la courtoisie avec laquelle la conférence de presse s'est déroulée. On dirait qu'on n'a pas le même regard. La Sénat n'a aucune crise. Il y a eu des divergences. Frédéric a dit, le commissaire Frédéric a dit dans quelles conditions il a refusé de remettre les clés. Il a raison, il n'a pas raison. Le président dit qu'il ne respecte pas le président. Si c'était les autres, ils allaient me respecter, lui il ne me respecte pas. Bon, chacun a parlé. Après, oui, bon, enfin, vous voyez que là vous voulez. Mais la Sénat dit, le président dit, nous continuons l'organisation des élections et personne n'a dit le contraire. Ça présente le calendrier électoral. Mais est-ce que vous ne voyez pas une incommodité là quand le président d'une institution donne une injonction à un membre de l'institution et qu'il refuse d'autant? C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant pour moi. C'est plutôt rassurant pour moi. C'est les réseaux sociaux qui sont une évolution normale des choses que nous devons appréhender. Ces choses sont des banalités selon moi. Il y a un règlement intérieur, il y a un fonctionnement, il y a une loi, un règlement intérieur à l'interne que le président donne. Les dynamiques internes, vous savez comment se passent les institutions, comment la vie des assemblées se passe. J'ai eu la chance d'en présider au niveau associatif, j'ai eu la chance d'en être membre au niveau institutionnel. Je sais les dynamiques internes. On ne s'entend pas toujours. Après la décision, de quelle sorte vous êtes obligé, moi il m'est arrivé, membre de la HAC, d'avoir dit non à des décisions que nous sortions. Aujourd'hui, ça fait des années, je peux revenir là-dessus, parce que les acteurs beaucoup sont disparus, nous avons plus du temps, il y a des HAC. Sans exhiber les secrets de la décision de 2000, non, ça fait 10 ans. Non, mais en votre temps, vous n'exhibiez pas. Je ne pouvais pas. La décision de 2005, portant réglementation de la pré-campagne électorale, j'étais contre un certain nombre de dispositifs qui étaient dans cette décision-là. Ils m'ont imposé pratiquement, j'étais contre, octobre 2005. J'ai fonctionné. Mais quand c'est sorti, il y a eu tollé dans la presse. Ils ont envoyé qui pour aller parler? Moi. J'étais avec qui? Avec Edouard Loko, président de l'ODEM à l'époque. Mais Edouard m'a sur le plateau de Canal 3, excusez-moi, Edouard m'a déshabillé, comme on le dit, parce qu'ils étaient en position telle que moi. Je ne peux pas dire non. J'ai dit à mes collègues, ils n'ont pas entendu. La loi de moi, c'est la règle du jeu. J'ai pris mon mal en patience. J'ai été attaqué par beaucoup de professionnels des médias. Moi, je ne peux pas sortir pour dire non, voilà ce que je disais. Je suis resté. Aujourd'hui, je peux le dire. Les acteurs sont encore sur place. Certains acteurs sont encore là. Ils peuvent me confirmer ce que je dis. Donc, il faut de la discipline. Et les dynamiques internes n'empêchent pas le respect de l'institution. Pour moi, notre Sénat fait plus d'une dynamique interne. Maintenant, après, s'il y a des fautes, on a des lois. Je continue de répéter, la démocratie, c'est la dictature de la loi. Il y a deux choses quand même. La confiance et la discipline. Oui. La discipline, c'est le respect des tests. La confiance, c'est à nos institutions. Si vous n'avez pas... Quand moi j'entends un député de la majorité de l'opposition dire « Moi je ne crois pas à notre justice », je dis normalement, on doit le démettre. Quand un député dit « Je ne crois pas en une institution », on doit le démettre parce qu'il réunit la Constitution, le socle sur lequel il est assis lui-même en tant que député. Un officiel ne peut pas dire qu'il ne croit pas aux lois de la République, qui ne croient pas aux institutions de la République. C'est comme s'il faisait l'apologie d'un autre régime, par exemple, de l'avènement des militaires. Mais les exécutifs ont refusé d'exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut activer les mécanismes. Il faut activer les mécanismes. Il faut activer les mécanismes. La démocratie, c'est la dictature des 18 fois au moins. Il faut activer les mécanismes. Donc, pour moi, la confiance. Vous oubliez le respect des institutions et la confiance. Que les décisions de la Cour n'ont pas une concision. Non mais ça il faut pas le perdre de vue. Mon cher ami disait tout à l'heure, il abordait dans un sens. Et je lui ai fait comprendre que l'exécutif
nous a habitués au non-respect des injonctions de la Cour au lot. Et il eût fallu que le ministre de la Justice soit propulsé président de la Cour constitutionnelle pour que la mise en conformité se déroule comme des lettres à la poste. C'est les dynamiques institutionnelles. Moi, j'appelle ça des dynamiques. Les acteurs ne sont pas des robots. Je salue des humains. La dédramatisation de la situation par mon cher ami. Non, il n'y a pas de dramatisation du tout. Dédramatisation de la situation. Oui. Je salue cette dédramatisation parce que, en période de crise, nous, les journalistes, nous devons jouer beaucoup plus à l'apaisement. Moi, je suis plus à la communication. Indépendamment de nos alliances, de nos affinités et de nos options, nous avons l'obligation morale, professionnelle de jouer à l'apaisement. Aujourd'hui, si nous discutons, c'est parce qu'il y a problème, c'est parce qu'il y a crise. Et la crise se retrouve au niveau de la volonté de l'exécutif de mettre en place ces réformes politiques. Ok, maintenant qu'il y a crise... Je viens, suivez bien. Oui, la crise est élu pour faire des réformes. Pour faire des réformes. Donc, il est dans son... C'est vrai que depuis, en 3 ans, en lieu de place des réformes, nous avons eu quelques échecs. Mais malheureusement, je peine à voir une seule réussite au niveau des réformes. Oui. Mais je suis persuadé. Souffrez déjà la mise en application du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. C'est la réforme majeure. J'en appelais cela de mes voeux depuis 1998. C'est ça la réforme majeure. Depuis 1998. Oui. Lorsque Tidjani Sepous était ministre de la Justice et Deguerosso directeur de cabinet. En 1998, j'avais même pris part à des forêts, à des séminaires. Et par la Conrad Adenauer, et par, en parenthèse, pour vous dire que je l'appelais ça de mon feu. On ne peut pas permettre à un cul-d'âme de prétendre représenter le peuple. On ne peut pas permettre à des députés élus de tronquer leur mandat contre leur immunité et autres. Le chef de l'État a le soutien franc de tous ceux qui veulent de l'évolution de ce pays par rapport... N'ajoutez pas le mais. Suivez-moi, je n'ajouterai pas le mais. Le mais va et je m'engage oui. à l'appuyer dans cette décision. Mais donc, la nouvelle charte des partis va dans ce sens, comme le nouveau code électoral. Je peine à comprendre cette attitude qui nous empêche, ensemble avec le chef de l'État, de constater qu'il y a un malaise. Il a constaté il y a plus d'1 an devant les clergés. Okay. Il y a les relations miséreuses aujourd'hui. Tout changement a toujours des résistances. Mais que faut-il faire? Tout se trouve la solution. Voilà la solution que nous pouvons proposer. 1. Que les objecteurs de conscience reviennent à leur rôle. Qu'il y ait plus d'informations que de communication et de propagande. Et ça, sincèrement, les partenaires de développement peuvent nous aider. Parce que lorsque vous n'êtes pas libre financièrement, beaucoup parmi nous ne résistent pas. Nous résistons. Deuxièmement, que la société civile se réveille. Parce qu'aujourd'hui... Il faut dévoiler comment vous parce qu'aujourd'hui, je suis un pêcheur. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques se regardent en chien de faïence. Nous n'avons pas une voix à la TVA directe. Nous n'avons pas une voix comme le clergé l'avait fait en son temps avec le vénérable Père Sonam, Monseigneur de Souza. Nous devons créer des circonstances pour que les acteurs politiques, et nous nous proposons, aillent vers la signature d'un code de bonne conduite. Si vous parlez de solutions, c'est pour sortir de la conjoncture actuelle. Oui, ça c'est que mon confrère est en train de dire, c'est des trucs à long terme. Non, c'est maintenant. Suivez-moi d'abord. Lorsque ce que nous allons servir en tant qu'objecteur de conscience aux populations ne va pas participer à décanter la situation, nous aurions échoué. C'est pas nous qui créons. Lorsque la situation et les acteurs de la société civile ne vont pas revenir dans leur rôle, comme on l'a constaté, lorsque le professeur Djokbenou était au niveau de la société civile, avec cette fougue et cette haine de faire respecter les règles que nous ne constatons pas aujourd'hui, il faut que la société civile, il faut que les partis politiques, chacun de son côté, réformer. Sache lâcher du lest, se conforme à l'essentiel des règles préétablies, à la loi, et que le chef de l'État saute les décisions administratives, le certificat de mise en conformité, qu'il permette, si
si tant est qu'il a réalisé beaucoup de choses, si tant est qu'il a fait le bonheur des Béninois, il n'a qu'à aller aux élections. On peut faire le bonheur de quelqu'un. Voilà les populations, je pense que c'est la peur, la crainte. Je crois que ce que nous devons faire ici, c'est des propositions J'en ai fait suffisamment de cette conjoncture, mais ce n'est pas des trucs à long terme, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin n'a pas de personnalité morale, on n'a pas une personne morale aujourd'hui qui puisse parler, une voix qui porte, une voix impartiale qui puisse nous aider à réunir toutes les positions. Donc pour le moment, on serait en train de chercher, mais ce qu'il faut faire pour sortir de crise, c'est déjà prendre en considération les propositions des partis. Il y a une dizaine, ils ont fait adresser leurs propositions aux 5 de la commission ad hoc mise en place. Et heureusement que dans toutes ces propositions, je n'ai pas vu de propositions qui nous amènent au recul, c'est-à-dire retourner aux anciens dispositifs en matière électorale. Donc, je crois qu'il y a eu les propositions, à part l'USL et la DUD, je crois, qui parle de retour des exilés. Moi, je ne sais pas si ça rentre formellement en compte. C'est très important. Pour les élections. Parce que ici, nous sommes dans une conjoncture et nous parlons des élections. Non, il faut le climat doit être apaisé. Non, mais soit vous ne voulez pas des élections. Non, quelle élection? On ne fait pas des élections dans une condition où il y a le déni de la loi, où la démocratie est bafouée, où pour un moment, non. Même le moment n'est pas en sécurité. Quand on parle des îlets sur ce point, quand on parle des îlets... Il faut défendre les causes nobles. Non, personne... Il faut défendre les causes nobles. Quand on parle des îlets, n'allez pas confondre quelqu'un qui... Non, si moi j'étais commis. Si moi j'étais commis. Il y a des gens qu'on n'appellerait pas exilés. Qu'on n'appellerait pas... Si j'étais commis pour défendre le gouvernement... Il y a des gens, vous me direz pas par exemple que mon ami, mon confrère Léonce Mbadi est un exilé parce qu'il n'y avait même pas une convocation. Ah, ce n'est pas à vous de le constater. Non, mais c'est le pays. Non, moi je ne suis pas pour ça. Je suis rien tout sauf opposant. Je suis critique. Sur ces considérations, on va tabler d'abord avant d'aller à une élection. Il ne faut pas personnaliser le débat. Non, mais je ne Ils ont des familles. Ils ont des familles qui sont en train de souffrir. Ils ont des familles qui sont en train de souffrir. On ne peut pas banaliser que les exilés ne sont pas à prendre en compte dans l'apaisement de la situation. Non, je crois que ne partageons pas le cynisme que l'on tente de nous imposer. Encore le sadisme. Non, c'est pas bon. Non, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Moi, quand on parle ça m'écoeure. Moi, je dis pour le moment, on parle de propositions pour aller aux élections. Tout à fait, allez-y. On parle de propositions pour aller aux élections. On ne parle pas encore de propositions. Quand j'ai vu pendant la marche, des gens appelés démission talon, des histoires comme ça. Je ne sais pas. Démission talon, vous tomberez dans un vide juridique, c'est encore plus compliqué. Non, il parle le peuple souverain. Ah ouais. On a vu en Amélie. On a vu en Amélie. Les 11 000 Béninois prendront le pouvoir. Mais n'oubliez pas que son avis peut ne pas être le vôtre. Non, j'essaie de... Non, ne réagissez pas. Son avis peut ne pas être le vôtre. Donc c'est pour cela que nous sommes nombreux sur le plateau. La notion de peuple, moi je pense qu'il n'y a pas de peuple. Moins d'un des Béninois, il n'y a plus de peuple. C'est là 11 millions de Béninois. Donc le peuple, la notion de peuple est bien relative. Et je pense que quelque part, même ça devient même un concept un peu vide. Donc, moi, je dis, les propositions actuelles, dans ce que j'ai lu, il n'y a pas encore de proposition de retour aux anciennes lois, à l'ancien code, à l'ancienne charte des partis politiques. Donc, on peut encore tenir compte de l'existence. Quand on parle de quitus fiscal, peut-être il y aurait eu une politisation de la délivrance de ce document-là. Mais sinon, on sait que tous, même avant ce code, avant d'aller aux élections, c'est dit il faut être à jour vis-à-vis des impôts. Alors que les gens crient que c'est un outil pour disqualifier, pour éloigner certains de la compétition, je pense que c'est faux. Peut-être qu'on l'ait écrit noir sur blanc dans une loi, c'est ça qui fait et courir tout le monde. Donc, les propositions sont en train d'être faites et la commission fera peut-être une loi, des dispositions transitoires pour que la loi soit appliquée, mais retourner aux anciennes lois, je pense que ce serait pas. Un peuple n'évolue pas comme ça. Un peuple n'évolue pas comme ça. Mais Agapit Napoléon Mafoïka, la question que je m'avais posée, c'est est-ce que l'idéal ne serait pas de faire un amendement
à la Constitution. Le chef de l'État l'a exprimé lors de sa rencontre avec la classe politique. Est-ce que l'idéal ne serait pas de faire un amendement à la Constitution, de prolonger le mandat des députés pour quand même permettre aux différentes formations politiques de pouvoir se conformer aux exigences actuelles plutôt que de modifier et de dire qu'elle serait dérogatoire si déjà on habitue déjà les acteurs politiques à pouvoir influencer sur, je dirais, l'interprétation d'une loi dont ils n'auraient pas eu, l'assentiment du vote. Oui, c'est quelqu'un qui est malade, on doit lui amputer un pied. On dit non, quand c'est difficile, là, essayons de mettre un peu de médicaments et renvoyer ça à un an. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La peur de l'amputation, dans un an ou dans 2 ans, va revenir. Il n'y a rien qui se passe, on n'a pas besoin de retoucher à la Constitution, on a besoin de rien. Si les gens s'asseyent pour dire, bon, nous tous, vous savez, c'est bizarre quand la majorité dit je suis prêt. Les gens, ils prennent ça comme une faiblesse. Ils prennent ça comme une faiblesse et ils montent l'enchère. Ils se trompent. À mon avis, ils tombent même dans le coup. Ils tombent même. Il faut prendre une naïveté que je trouve désespérante. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le fait que l'opposition surfe sur les impacts peut-être temporels des réformes du président Patrice Talon ne va pas mener au soir du scrutin, soyons honnêtes, je dirais l'opposition à prendre le dessus parce qu'à y voir de près les différentes marches qu'elles effectuent de part et d'autre, à y voir un peu le discours tenu dans le contexte actuel, est-ce que l'opposition n'est pas en train de raviver la vedette? J'ai vu des marches contre la Cour constitutionnelle dans ce pays. Ça n'a pas empêché la Cour de légiférer, enfin de prendre sa décision. J'ai vu les gens entourer la Cour, empêcher la Cour de délibérer, et ça n'a pas empêché qu'on ait proclamé leur échec. Je pense qu'on a trop peur. Moi, je pense qu'un pays doit se prendre en main. Donc, la peur de quoi dessus? Je vous l'ai dit, si les gens veulent la démocratie, ils n'ont qu'à retourner à l'histoire de la démocratie et aux exigences de la démocratie. Je lis plein de choses et je me demande si on dit la même chose. Les gens sont plus dans l'unicité de pensée et ils ne parlent pas de consensus. Je veux dire, il y a consensus toujours, il faut être à deux. Vous appelez le certificat administratif. Le certificat administratif fait partie. C'est comme si vous dites... De mise en conformité. Vous dites pas administratif. Le certificat de mise en conformité. C'est comme je vous ai dit qu'il faut être béninois, ou bien il faut être de bonne moralité. On n'a pas besoin de dire qu'il faut mettre casier judiciaire. Quand on dit qu'il faut être béninois, on n'a même pas besoin de dire qu'il faut mettre... C'est que la Cour a voulu aider. Si les gens auraient déposé leur dossier, la Sénat aurait constaté que rien ne prouve qu'ils sont partis politiques. Et c'est là qu'ils vont dire, ah, c'est une pièce nouvelle, on n'a pas... La Cour a voulu aller plus loin. Moi, j'ai participé à des appels à candidature où on dit qu'il faut être béninois, il faut être de bonne moralité, et on dit, déposez votre dossier. Et les gens qui n'ont pas déposé de certificat de nationalité ou de casier judiciaire ont été éliminés. Parce que vous devez prendre chaque condition. Alors, pour être parti politique, il faut un acte. Alors, si vous dites, oui, on était reconnus sur l'ancien système. Mais le nouveau système finit avant l'élection. Il n'y a aucune logique que vous continuez à aller sur le nouveau système, sur l'ancien système, parce qu'avant le scrutin, vous perdez la couverture de l'ancien système. C'est tellement simple à comprendre. Moi, je veux dire ceci en conclusion, par rapport à vos sorties de crise. Comme vous dites qu'il y a crise. Le chef d'État a ouvert le jeu. Les gens, je pense que les gens ne font pas une bonne lecture des discours. Le président de la République s'est mis au-dessus de la mêlée, a récupéré à son compte les arguments de l'opposition et a dit ok, maintenant, faites-nous des propositions. Les types quittent là, ils vont faire conférence de presse. Après, ils disent marche. Après, maintenant, on dit non, qu'il faut destituer, il faut démissionner, il faut exiler. Mais ils s'écartent pendant qu'au Parlement, Adrien Mbedji peine à prendre son rôle au sérieux et prendre les propositions. Au lieu que tout le monde se retrouve, s'assieye et essaye de voir raisonnablement que faire pour que ceux qui se sentent réellement exclus puissent aller aux élections. Il y en a qui sont dans la diversion parce que c'est la diversion qui est leur problème. Pour cette affaire de 242, vous ne voyez pas que c'est la diversion. On a commencé depuis longtemps. C'était d'abord que la caution est trop forte. Ensuite, le critique social, ce n'est pas possible. Ensuite, le 242 est flou. Maintenant le certificat de conformité n'est pas prévu. Et après, vous savez, quand vous déroulez ce dispositif-là, on voit là où vous voulez en venir. Et là où vous voulez en venir, les gens ne sont pas prêts. Sinon, ceux qui ont demandé la quitus fiscale, leur quitus fiscal et que l'administration empêche. Pourquoi ils ne disent pas combien on leur réclame et combien ils devraient payer? Il n'a qu'à dire, moi, j'ai 10 parcelles, on m'a bloqué. J'ai demandé depuis 3 semaines, un mois, 2 mois, on m'a bloqué. Moi, je les mets au défi, ils ne le feront pas parce qu'ils sont dans une posture. Donc, il faut déjà que ces deux choses que j'ai évoquées là, la confiance et la discipline, que les acteurs se fassent un tout petit peu confiance. Un tout petit peu confiance. Et qu'on sache que nos institutions émanent de notre Constitution et qu'on ne peut pas dire la Constitution ou rien et rejeter les institutions.
Il faut des hommes pour incarner les institutions. Donc il faut la confiance à ces hommes-là, parce qu'ils incarnent les institutions. Ensuite, la discipline, c'est le respect des règles du jeu. Si ces deux choses, on ne veut pas les avoir, donc on cesse de parler de démocratie. Moi, je pense que les gens se trompent parce qu'ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent les jeunes qu'ils manipulent, comme je le dis toujours. Ça n'empêche rien qu'un État qui se veut, le chef de l'État est élu pour impacter le développement. Lui, il agira, et demain, les gens se rendront compte que c'est lui qui a fait. Parfois, comme l'a dit Raoult tout à l'heure, le peuple, c'est un fourre-tout. Le président est élu pour impacter. Il fait son acte. Et demain, les gens se rendront compte que, si on avait su. Donc voilà là où on en est. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican, on vous aura compris. Médéric François Bourreau, est-ce qu'à la finalité, si véritablement les élections se tenaient le 28 avril prochain, est-ce qu'on n'assisterait pas à des élections bâclées? Tout est en place pour qu'on ait des contestations monstres. Il y a un recul de la démocratie. Vous ne pouvez pas contester sur quoi vous n'avez pas participé. Pas l'enlisement du débat autour des questions qui éloignent le peuple de ses véritables... J'en viens de ces véritables préoccupations. L'idéal aurait été qu'aujourd'hui, que nous nous opinions autour du bilan du Parlement. On n'a jamais fait ça aucunement. L'idéal aurait été... Je parle de l'idéal, cher ami. Et nous devons agir à cela. L'idéal aurait été qu'aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent le chef de l'État et qui veulent être élus députés fassent des propositions pour appâter les électeurs. Mais en lieu et place de cela, nous constatons la poursuite de la diversion. Je me refuse de dire si c'est l'opposition ou la mouvance, mais je constate que c'est souvent celui qui est en action qui est appréciable. Quand vous dites je suis disponible, on vous met toi à disposition et vous marchez. Aujourd'hui, mon vis-à-vis parle de confiance. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Mais qu'est devenue cette confiance de la grande coalition de la rupture et 65%? Les intérêts peut-être n'ont pas été bien partagés. Alors, comment veut-on avoir la confiance de ceux dont on a utilisé les soutiens et qu'on a commencé par pourchasser après? C'est ça la réalité. La conscience est la denrée la plus rare au sein des acteurs politiques. On a parlé du respect des règles. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Celui qui est légitimé, est-il la légalité pour avancer? Pourquoi la légitimation de pouvoir se jauge à l'aune du respect du contrat social. Du contrat social. Moi, je vais plus loin. Le contrat, oui, le contrat social. À l'élection, on mesure. Oui, le suffrage universel. À l'élection, voilà. Ainsi que nous l'avons essayé tous les la durée du mandat. Et là, je pense à Platon, à mon absolument, mais qui juge? Lorsque on le constate, je constate avec vous, voilà, que la démocratie telle que nous l'appliquons, c'est la dictature telle que c'est conçu de la loi de Platon à Montesquieu. Oui, c'est la dictature. Je le constate avec vous. Je veux rappeler. Non, c'est la même chose. C'est là le vrai débat. On est dans le vrai débat. Je veux rappeler à Médéric que, par exemple, si on prend par exemple les États-Unis, une vieille démocratie, mais le président de la République continue de prêter serment sur la Bible, alors que tous les Américains ne sont pas des chrétiens. Donc, au Ghana, tout près, ça se passe. Donc, dans la démocratie, c'est pas la perfection partout. Oui, c'est un processus perfectible. Et c'est en cela que je salue les réformes du chef de l'État. Mais non, je ne dirais pas mais. je dirais cette fois-ci. Je dirais cette fois-ci. C'est dommage parce que. Je dirais cette fois-ci que tout est possible. On ira aux élections. Ne cédons ni dans un camp, ni dans l'autre, ni dans le camp des objecteurs de conscience. Il peut y avoir des aménagements qui peuvent faire passer peut-être quelques jours, mais si les gens sont dans l'impasse, à la fatalité. Le chef de l'État, en position de force, maîtrisant les leviers de l'État, ne doit pas être traité comme le fait l'opposition politique. Lorsque quelqu'un est au pouvoir, même s'il est impopulaire, même s'il n'a pas de réalisation à mettre sur son compteur, ne lui démontrez pas, ce que vous ferez de lui sans que le pouvoir ne lui soit complètement pris. Le chef de l'État est dans sa logique. Il tire, il va tirer, mais la conséquence, c'est qu'il doit être le père de la nation. Ce qu'il essaie de faire. Merci. Il essaie de le faire. J'aimerais être rassuré qu'il ira jusqu'au bout. Merci à vous. Nous allons accompagner. Enfant produit, aucun père ouvert le dossier. En tant qu'analyste politique, la paix. les différentes réformes entreprises par le président Patrice Talon, les réformes
pour la plupart impopulaires. Est-ce que vous êtes sûr que... Ah non, ça c'est discutable. Non, c'est visible. Non, c'est palpable que c'est impopulaire. Pour sortir gagnante à l'issue de ces élections législatives. Moi, je ne ferai pas de la fiction. Allons aux élections. allons aux élections. Quand c'est vous qui savez que c'est des réformes impopulaires. Le chef de l'État Et vous ne pouvez pas... Le chef de l'État l'a reconnu. Non. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Non, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais c'est quoi le critère? Vous l'avez jaugé comment? C'est le chef de guerre dit. Vous l'avez jaugé? Le chef a dit que pauvres hier, les Béninois sont miséreux aujourd'hui. Il a dit devant le clergé catholique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On parle d'autres réformes. Autant pour moi. Allez-y, Raoul. Donc, pour finir. Je dis, on ira aux élections. Les élections, moi je crois que les violons vont s'accorder et il y aura élection le 28, mais au pire des cas, ne dépassons pas le 15, on peut pousser les élections d'une semaine, peut-être, mais ne dépassons pas, ne tombons pas dans un vide juridique où on restera un pays sans parlement comme on l'a eu sous Boni Yayi. Donc, n'allons pas jusqu'à cette extrémité-là. Ben, je veux vous faire toucher quelque chose du doigt. Quand vous lisez les communiqués successifs, les déclarations successives de l'opposition, je ne sais pas si vous arrivez à avoir comment dire, un fil conducteur dans cette déclaration. L'opposition est dans son rôle. Parce que, qu'à suivre, à s'en tenir. Non, l'opposition est dans son rôle. L'opposition ne peut pas être dans un rôle où c'est l'incohérence. Et c'est du son de l'opposition. On doit pouvoir que l'on apprécie l'efficacité du gouvernement. Vous comprenez que Médéric accepte qu'il y ait une majorité mécanique et une minorité mécanique au exercice de blocage, n'est-ce pas, Médéric François? Non, je vous dis. Vous ne donnez la parole à Médéric. Non, je vous dis. Je vous dis, non, je ne vais pas me lancer. Je vous volerai une minute. Je vous volerai une minute pour constater. Non, c'est à Raoul, vous volez la minute. 30 secondes. Ça fait 3 déjà que vous venez dans ce débat. 30 secondes. Donc je dis, je le laisse alors. Donc je veux dire, quand je lis les déclarations successives de l'opposition, je vois une opposition qui n'est pas encore prête à aller aux élections. Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, l'opposition a voulu une élection inclusive. Le chef d'État a ouvert le jeu, mais c'est l'opposition qui recuse le médiateur. L'opposition n'a pas confiance. Recuse le médiateur aujourd'hui. L'opposition n'a pas confiance. Cette opposition qui n'a pas confiance, c'est l'opposition, c'est les FCBE qui ont fait un communiqué pour féliciter. Les FCBE ont fait un communiqué pour féliciter le PRD dans cette dénonciation. Aujourd'hui, cette opposition encore recuse le président du PRD qui se trouve aussi être président de l'Assemblée. Depuis 30 ans, c'est la première fois. Depuis 30 ans, c'est la première fois sous talon que nous voyons que le processus électoral. Il est le directeur de publication. Ce n'est pas bon. C'était pire en 2011. Il va rentrer majestueusement. Même l'histoire pas la plus petite, comme le meilleur d'entre eux. Même en 2007, la présidentielle de 2016 avait été repoussée. Je le souhaite. N'oubliez pas. Ça, c'est des erreurs du passé. Quand vous dites que depuis 30 ans, c'est la première fois, c'est faux. Mesdames et messieurs, c'était Info de ce jour avec Raoul Ounsounou. Il est directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Il était avec Agapite Napoléon Maforican. Il est consultant média communication. Et le troisième invité avait pour nom Médéric François Gongo, éditorialiste, chroniqueur, fondé du quotidien Actu Express. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Info de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour d'autres numéros avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur le www.ezaetv.bj. Et n'oubliez pas de prendre le rendez-vous demain de l'invité. Ce sera avec Orden Aladati, membre influent du parti politique Union Progressiste.